Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers amis du Soul Shadow Museum. Ça fait longtemps que je vous avais pas fait une vidéo enregistrée. Je devais normalement vous faire un live et finalement je me suis dit non, ce sera plus simple que je vous enregistre cette vidéo. Comme ça, je pourrais vous montrer des images, etc., etc. J'ai des updates. Voilà, c'est une vidéo update où je vais vous partager quelques découvertes que j'ai faites. Je vais commencer par les parfums. Je vais ensuite vous parler de quelques livres, j'ai pris des notes là, et puis je vous montrerai des tarots et oracles à la fin, et je vous mettrai tout ça dans la minuterie, donc s'il y a jamais il y a une section qui vous intéresse pas, vous pouvez passer directement à la prochaine, mais franchement j'ai des petites pépites. Bien évidemment je ne suis pas payée, sponsorisée, il n'y a pas de collab hein, pour cette vidéo, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai senti, tout ce que j'ai testé en termes de jeu, je me le suis acheté avec mon argent. On m'a peut-être fait un cadeau ou deux, je vous le dirai dans cas échéant. On commence avec les parfums, les gars. Voilà, comme je passe, je vous fais une petite parenthèse, je raconte ma life. Ça fait plus de 2 mois en Grèce où on est un petit peu confiné chez nous à cause de la chaleur. Donc du coup, ben, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à travailler avec les parfums, notamment pour l'écriture de mon livre. Je me sers beaucoup des parfums quand j'ai besoin de me mettre dans une ambiance, parce que je ne sais pas si je vous l'avais déjà expliqué, enfin je l'ai déjà dit des dizaines de fois. Billy, il y a Billy qui s'amuse avec mon pied. J'ai du mal, moi, à écrire, à me concentrer quand il y a de la musique. Donc, c'est vrai que les odeurs, par exemple, sont plus simples pour moi pour me conditionner, me projeter, me mettre dans un mood, etc. Et en ce moment, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je vieillis ou je suis dans une phase, je sais pas, quelque chose que je détestais alors il y a quelques années de ça, c'était tout ce qui était les senteurs un petit peu gourmandes. Et ben là, je commence à vraiment les kiffer. Et je vais vous donner quelques noms de parfums que j'ai testés. Et je vous donnerai une petite astuce si vous voulez les sentir de façon pas chère avant de faire un achat. Je vais finir par mon coup de cœur, mais là vraiment j'ai pété un câble sur ce parfum. Il y a 2 parfums dont je voulais vous parler. Si vous aimez les senteurs un petit peu citronnées, mais attention, on ne parle pas de citron agrume là, on parle de tarte au citron. Alors là les gars, j'ai 2 pépites. Il y a le très connu Lyra de Xerjoff. Celui-là il est très connu, il est très populaire et il est très bien travaillé. Je vous mets les notes qui s'affichent. Vous avez de l'orange sanguine, de la bergamote, de la lavande en note de tête. En note de cœur, on a de la cannelle, de la réglisse. La cannelle, on la sent pas. Hein. Et en note de fond, on a du caramel, de la vanille et du musc. Alors vraiment, là, c'est une tarte au citron meringuée. Voilà. Voilà, j'ai pas d'autre odeur, c'est ça. Et pourtant, il n'y a pas de citron. Vous voyez, il y a de l'orange sanguine, de la bergamote. Mais vraiment, c'est une tarte au citron meringuée, mais c'est pas écœurant. C'est bien travaillé, il y a beaucoup de relief. Donc, c'est un super parfum. Dans la même veine, il y a un parfum de chez Dolce & Gabbana. Et pourtant, je suis pas fan de ce qu'ils font d'habitude. Je crois qu'il est sorti l'année dernière. Il s'appelle Dévotion. Et franchement, il est incroyable. Alors là, on est vraiment sur une mousse au citron. Vous voyez, il y a un truc, je vous affiche les notes également. On a du citron glacé un petit peu en note de tête. En note de cœur, panna cotta, fleur d'oranger et du rhum. Et en note de fond, de la vanille. Alors, il est merveilleux. Il est un peu plus, in your face que le Lyra. Vous voyez, il est un petit peu moins subtil. Mais, alors, sur ma peau, quand je l'ai testé, il vieillit super bien. Enfin, il vieillit. Il évolue, on va dire ça comme ça, super bien. Et franchement, j'ai eu pas mal de compliments les jours où je l'ai porté. Donc, le Devotion de Dolce & Gabbana, c'est un gros coup de cœur. Et je pense que c'est un parfum qu'on peut porter en saison automnale ou quand il fait pas non plus supra giga chaud. Même si quand je l'ai testé, il faisait 40 degrés et ça passait tout à fait. Donc ça, c'est les 2 parfums tarte au citron, coup de cœur. Ensuite, je fais une fixette, les gars, depuis 2 mois maintenant, 3 mois sur la cerise. Mais c'est un truc de fou. Hein. Je me suis acheté du gel douche à la cerise. Alors que c'est une odeur, normalement, je vous dis, vous savez, la cerise, ça fait très vite synthétique, ça fait très vite bonbon. Et ben j'adore maintenant. Donc gel douche, j'ai même pris du déo à la cerise, du jus de cerise, des chewing-gums à la cerise. Non mais je pète un câble sur la cerise. Et je vous avais partagé dans une story Instagram sur mon compte, hein, vous pouvez aller le suivre d'ailleurs sur le Shadow Museum si vous ne le faites pas. Voilà, si vous êtes des amateurs de cerises, il y a un parfum sur lequel je suis tombée, Rouge Smoking de BDK, qui m'a conquise. Parce que c'est un parfum pareil qui évolue très bien. Donc en ouverture comme ça, on a cette espèce de cerise.
Et ensuite, on va dans des choses un peu plus complexes, un peu plus épicées. C'est magnifique. Il y a aussi, comment il s'appelle, Lost Cherry de Tom Ford. Alors, celle-là, c'est cerise pure et dure. Le truc, c'est qu'il m'a un peu déçue parce que Tom Ford, c'est quand même des parfums super chers. Il n'a pas une durée de ouf. Et il est vraiment cerise synthétique dans ta tronche. Mais j'aime bien quand même l'odeur. Et je suis tombée sur un parfum qui a surpassé Rouge Smoking. Et pourtant, je ne pensais pas que c'était possible. Hein, qui s'appelle Love Fest Burning Cherry de chez Kayali. Putain, les gars, ce parfum, il est incroyable. Je crois que c'est le plus beau parfum à la cerise que j'ai senti. Sur Love Fest Burning Cherry, attendez, j'ai pas pris les merdes, j'ai pas... Ah si, j'ai les notes là. On a de la cerise brûlante en note de tête, de la framboise et de la bergamote. En note de cœur, on a du praliné, de l'héliotrope, de la rose, du jasmin. Et en note de fond, du palo santo, de la fève, voilà, je vous les affiche, du patchouli. Enfin, il est hyper complexe. Et en fait, pourquoi il est merveilleux ce parfum? Parce que quand vous le mettez, effectivement, il y a la cerise en ouverture, comme ça. On sent cette cerise, mais très vite, on a l'impression qu'on est dans une espèce de forêt. Il fait très chaud. Donc, on a cette espèce d'odeur boisée, comme ça, dans le nez. Et c'est un boisé fumé, mais qui n'est pas écœurant, qui n'est pas trop masculin non plus, qui est très subtil. Et en fait, quand le sillage, c'est un espèce de... On sent la fumée, mais c'est hyper agréable. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, ça pourrait faire penser à de l'encens. Bon, bref, il est incroyable. Il est incroyable et il va très très bien l'été. Et donc ça, c'est Love Fest Burning Cherry. Et mon coup de cœur ultime, mais j'ai pété un câble sur ce parfum, mais alors il coûte la peau du cul. Mais vraiment, genre, je crois qu'il coûte 300 balles ou 400 balles. Hein. C'est un truc de malade, mais il est incroyable. New York Night de Bond No. 9. Incroyable parfum. Les parfums que je vous ai mentionnés un peu plus tôt là, ils sont assez féminins quand même dans la vibe. Celui-là, il est unisexe, mais il est quand même très féminin, je trouve. Et alors, je vais vous afficher les notes, mais n'en tenez pas compte parce que c'est pas ça qui ressort au final. C'est bizarre. Note de tête, gardénia, œillet, jasmin. Note de cœur, patchouli, fleurs, bois de santal et des notes marines. Et en note de fond, on a du caramel et du café. Et alors, New York Night, quand vous le mettez, vous avez l'impression d'être dans un café new-yorkais. Ok, donc il y a une odeur comme ça, une espèce d'odeur de café. Vous voyez un petit peu les boissons Starbucks, là, les trucs comme ça. On a du café, on a de la pâtisserie, on a... ouais, on a un peu de caramel, vous voyez, comme un caramel macchiato. Mais en même temps, on a une espèce de gâteau à la banane. Et je suis pas la seule. Et moi, quand je l'ai pchit, je me suis dit, putain, il sent la banane. Et normalement, je déteste cette odeur de la banane, vous voyez. Mais là, mais c'est divin. C'est genre un truc de fou. Il évolue tout le temps, il évolue constamment. On a par moments des petites effluves comme ça, florales, gourmandes, jamais écœurants. Il passe partout. Je pense que ce parfum sur un homme peut faire tourner des têtes et péter des câbles, très clairement. Vraiment. Et d'ailleurs, quand j'ai fait quelques recherches dessus, parce que j'aime bien lire des revues pour voir si à chaque fois ça rejoint mes ressentis, les hommes disaient qu'effectivement, ça cartonnait, mais en même temps, il est extrêmement féminin. Bon, bref, il est incroyable, New York Nights. Si jamais vous n'avez pas la possibilité de vous procurer des échantillons, d'aller sentir ces parfums, parce que ce sont quand même des parfums de niche qui ne sont pas dans toutes les parfumeries, il y a un site que je peux vous recommander. Alors, attention, je vous le recommande, mais je me dédouane quand même, parce que c'est pas forcément... Ça peut être considéré comme des contrefaçons. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des parfumeurs grecs. Et je tenais à faire aussi une parenthèse sur la parfumerie grecque, les gars. Je pète un câble à quel point les Grecs sont talentueux de ouf pour faire des parfums. Je vous parlerai dans le prochain update d'un parfum que je dois recevoir d'un Grec, justement, qui s'appelle Coffee Addict. Apparemment, c'est le meilleur parfum si vous aimez les odeurs de café. Et moi, c'est mon cas. Les parfumiers grecs sont incroyables. Je sais pas, j'ai pas été diguée, mais ils sont trop forts. Et donc, il y a un site qui s'appelle Shobi, qui reproduit en fait les formules de parfums déjà sur le marché, mais ils les vendent comme des dupes, c'est-à-dire inspirés d'eux. Bon, on va pas être, on n'est pas dupes, hein, justement. Ce sont les formules, les répliques conformes, les répliques parfaites, pardon.
Donc oui, ça peut être considéré comme des contrefaçons, mais il y a un mais qui est intéressant, c'est que moi j'ai acheté pas mal de parfums chez eux, par exemple des parfums qui sont discontinués, c'est-à-dire qu'on ne produit plus. Hein, si vous avez eu un coup de cœur dans les années bissextiles pour tel ou tel parfum qui n'existe plus sur le marché, il y a de fortes chances que vous le trouviez chez Shobi. Et je vous dis, les formules, elles sont tellement reproduites à la perfection que j'ai testé sur les 2 poignées, c'est à s'y méprendre. Non, mais vraiment, ça fait péter un câble. Donc, ça peut être bien aussi. Par exemple, moi, New York Nights, je veux me l'offrir. Mais c'est un investissement, c'est un coût de 300 balles. C'est un parfum qui va me rester des années. Ça sera un parfum signature. Donc, j'ai acheté d'abord le flacon chez Shobi, je le teste au quotidien, quand il fait chaud, quand il fait pas chaud, etc. pour ensuite faire mon achat. Donc voilà, ça c'était pour les parfums. On va passer aux lectures. Alors, qu'est-ce que je me suis noté? J'ai lu 12 livres fin juin, juillet, là. J'ai eu 12 livres, mais j'en ai pioché quelques-uns parmi ce que j'ai lu. Hein. Je vais pas vous parler des 12. Je vais vous en parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Je commence avec Novel Love Story que j'ai lu sur Kindle d'Ashley Poston. Pareil, je vous en avais parlé sur Instagram. L'histoire, elle est trop bien. Le synopsis, il est trop bien. On suit Eileen Merriweathers qui se retrouve littéralement enfermée, enfin, dans l'univers de sa série de livres romantiques préférés. Donc, elle est en route pour une retraite de club de lecture. Et cette année-là, en fait, personne ne peut se rendre au club de lecture. Hein. C'est un rendez-vous annuel, de mémoire. Et personne ne peut se rendre. Donc, Eileen, elle se dit, bah, tu sais quoi, fuck it, je vais y aller toute seule. Et c'est club de lecture, rendez-vous dans une petite cabane, dans la forêt, etc. Donc, elle se rend à son club de lecture. Mais sa voiture, elle tombe en panne. Et en fait, elle se retrouve dans une ville fictive. Et plus elle découvre la ville et plus elle réalise en fait que c'est la ville de son roman préféré. Et elle commence à reconnaître les personnages. Oh, il y a un tel qui travaille au café, oh, un tel qui travaille, qui est le mécanicien. Elle se dit, what the fuck, mais c'est les personnages du roman. Donc voilà, et ça, c'est trop bien comme idée. Et puis, il y a une histoire d'amour, évidemment. Il y a un libraire un petit peu grognon et elle le reconnaît pas. Elle dit, c'est bizarre, ce mec-là, il fait pas partie de la série. Et c'est vraiment une fan de la série. Et on devine qu'il va y avoir une histoire d'amour avec, je crois qu'il s'appelle Anders, je sais plus son prénom, avec ce mec-là. Et en fait, voilà, c'est l'histoire. Et il y a un autre truc. Et elle se dit, ben, je vais peut-être essayer de finir l'histoire du livre. Bon, en gros, c'est ça. J'ai beaucoup aimé l'idée. Je trouvais que l'idée, elle était très bien. Je trouvais que l'exécution, comment elle décrit la ville, les personnages, c'était trop bien fait. Mais j'ai pas aimé le personnage en fait. Eileen, je l'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé l'alchimie entre les deux. Donc, je sais plus combien j'avais mis, mais je pense que j'ai dû mettre un 3 étoiles sur 5 à peu près. Mais peut-être que vous allez adorer, d'accord? Encore une fois, c'est pas la faute du livre, c'est pas la faute de l'auteur, c'est souvent aussi le lecteur, hein, voilà. Donc, le Novel Love Story, vraiment sympa, mais pas non plus, voilà. Ensuite, j'ai lu, parce que tout le monde en parlait depuis pas mal de temps déjà, Just for the Summer de Abby Jiménez, où là, on va suivre Emma, je crois qu'elle s'appelle. Ouais, c'est ça, Emma et Justin. Donc, Emma, elle est infirmière libérale itinérante un petit peu, vous voyez. Et on suit Justin, qui lui, il est ingénieur, je crois, de profession. Et tous les deux, ils ont une malédiction étrange. C'est-à-dire qu'en fait, qu'à chaque fois qu'ils partent en date avec quelqu'un, le date se passe mal, c'est-à-dire que les personnes finissent par rompre avec elle. Et dès qu'ils ont rompu, la prochaine personne qu'ils rencontrent, eh bien, c'est l'amour de leur vie, ils se marient, etc. Donc, Justin, un jour, qu'est-ce qu'il fait? Il poste ça sur Reddit et il dit, eh, écoutez, je crois que j'ai une malédiction. À chaque fois que j'ai un date avec une meuf, eh bien, elle rompt avec moi et puis peu de temps après, elle rencontre l'amour de sa vie et elle se marie. Et ça lui est arrivé comme ça plein de fois. Et Emma, elle se reconnaît dans ce post et dit, putain, mais moi aussi, c'est un truc de ouf. Donc, en fait, ils commencent à se parler via Reddit, comme ça, et ils se disent, écoute, on va essayer de conjurer cette malédiction et on va sortir ensemble, comme ça, on va rompre, et la prochaine personne qu'on rencontrera, ce sera l'amour de notre vie, puisque bah ça va annuler la malédiction. Bon, c'est un jeu à la con, hein.
Donc, ils passent l'été ensemble comme ça, dans un cadre hyper sympa, au bord d'un lac, etc. Et en fait, c'est leur relation que l'on va suivre. Alors, j'ai détesté Emma. Putain. Des fois, j'ai du mal avec les nanas, quoi. Mais encore une fois, c'est pas leur faute. Hein. C'est pas que je l'ai détesté non plus, mais c'est que j'ai trouvé Justin beaucoup mieux construit que le personnage d'Emma, qui m'a très vite agacée. Elle se plaint beaucoup, bon, bref. La mère d'Emma, par contre, j'ai adoré. C'est un personnage secondaire complètement illuminé, frappadingue. Je l'ai trouvée super bien écrite. L'amie aussi d'Emma, dont j'ai oublié le nom, sa meilleure amie, elle est sympa, elle est pas mal. J'ai beaucoup aimé l'humour. Il y a beaucoup d'humour et c'est pas forcé. Entre Justin et Emma, il y a de super répliques, ça fait très film, mais en même temps, c'est pas cringe. Donc ça, c'était pas mal. Je crois que j'ai adoré, j'ai bien aimé les trois quarts. C'est une rom-com sympa. Mais j'ai pas, non, quand j'ai fermé le livre, je me suis dit, ouais, je comprends pas non plus trop la hype. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est sympa, j'ai passé un bon moment. Je dirais que je mets un 3 étoiles sur 5. Ou 3,5 sur 5. Mais voilà, hein, c'est pas non plus... voilà. Ensuite, j'ai lu Ghosted de G.M. Darrower. Je l'ai lu sur Kindle. Et franchement, c'est un second chance roman. Donc, second chance, c'est deuxième chance, quoi. C'est-à-dire, les tropes seconde chance, c'est qu'ils se sont connus, ils se sont aimés à un moment donné, ils se sont séparés, la vie les a séparés, et puis ils se retrouvent, leurs chemins se recroisent, et en avant, ok? Donc, c'est souvent des tropes que les gens grincent un peu des dents avec les second chance, parce qu'il faut que ce soit quand même bien écrit, bien ficelé, pour qu'on puisse se projeter dedans, ok? Et franchement, Ghosted, il est pas mal du tout. On suit Kennedy, qui est une mère célibataire, qui élève toute seule sa fille, Maddie. Je crois que c'est Madison, mais tout le monde l'appelle Maddie. Et Kennedy, elle travaille dans une épicerie, elle a vraiment un job alimentaire. Et d'un autre côté, en parallèle, on suit Johnny, qui est le père de Madison, qui est une superstar d'Hollywood et qui joue, vous savez, dans des films. Il incarne un super-héros du type Avengers, vous voyez le délire. Et en fait, ce qui est très très bien... Alors déjà, le livre, il est bien écrit parce qu'il va y avoir des flashbacks du passé. Et on réalise en fait que... là, je vous spoil pas, hein, on le sait dès le départ. Hein, mais Kennedy et Jonathan se sont aimés très jeunes. Kennedy, elle avait 17 ans quand elle a suivi Jonathan dans ses péripéties, hein, pour qu'il devienne une superstar. Elle a tout sacrifié pour lui, etc. Et puis, ils se sont séparés. Donc ça, je vous dis pas pourquoi, hein, c'est le livre qui vous l'expliquera. Et Jonathan revient, leur chemin se recroise 6 ans après. Donc Maddie, elle a 6 ans. Jonathan est toujours au sommet de sa carrière, c'est une superstar. Et voilà, les chemins de Kennedy et Jonathan se recroisent et on va voir ce qui se passe. Donc franchement, les personnages sont bien construits. La petite fille, elle est incroyable. Maddie, je l'ai adorée. Je crois que c'est même mon personnage préféré. Et ça va être cette relation entre ce père qu'elle connaît pas, Kennedy, etc. Le livre, je crois qu'il fait 450 pages, quelque chose comme ça. Il est beaucoup trop long. Je pense que 350, ça aurait été largement suffisant. Il y a 100 pages en trop. Les dernières pages, je les lisais un peu en diagonale. J'ai beaucoup aimé la moitié. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que ça manquait peut-être de rebondissement. Mais c'est... Voilà, encore une fois, ça ne doit pas vous freiner si vous avez envie de le lire. C'est en anglais. Tous les livres que je vous dis, d'ailleurs, c'est en anglais. Hein. Peut-être qu'ils ont été traduits en français. J'ai oublié de vous le dire, mais voilà. Voilà, c'est un très beau second chance romance. C'est très bien écrit. Mais je me suis un petit peu ennuyée sur la fin. Ensuite, on a We Were Liars de E. Lockhart. J'ai adoré ce livre. Oh, purée. Je mets un 4 étoiles très solide sur 5. Peut-être même un 4,5, les gars. Il est pas très long, vous voyez. Il doit faire 218 pages. Je pense qu'il a été traduit en français parce que c'est un best-seller et il date, hein, quand même. Et je sais pas si tout le monde va l'aimer parce que quand j'ai lu les revues après sur Goodreads, moi j'aime bien lire, je me fais mon avis, vous voyez, je me fais ma revue dans ma tête. Et ensuite, je vais lire sur Goodreads pour voir si ça rejoint ce que les gens ont dit.
Et en fait, j'ai vu des revues, alors hyper élogieuses, hein, parce que c'est quand même... Moi, j'adore l'écriture, mais voilà, c'est une écriture particulière qui plaira peut-être pas à tout le monde. Vous voyez, c'est très haché comme ça. Bienvenue dans la magnifique famille Sinclair. No one is criminal, no one is addict, no one is a failure. Bam, bam, bam. C'est très coupé. La ponctuation est hasardeuse. L'auteur, il s'en bat les steaks. L'auteur ou l'autrice, hein, je sais même pas d'ailleurs. Et on va suivre, en fait, dans ce livre, Cadence Sinclair, qui a 18 ans, et qui passe tous ses étés sur une île privée, avec sa famille très riche. Vous voyez, donc on a la map ici au départ. J'ai déchiré la page. Il y a un arbre généalogique que je l'ai déchiré parce que j'en avais besoin pendant ma lecture. Vous voyez, donc ça, c'est leur île. Et voilà, chacun, ils ont une maison. Et ils vivent comme ça sur leur île. Et lors de l'été de ses 15 ans, Cadence, en fait, elle a subi un accident mystérieux où elle a perdu la mémoire. Et en fait, tout le livre, c'est difficile à expliquer, mais c'est en gros... c'est des flashbacks qui reviennent comme ça. Donc 2 ans plus tard, elle revient sur l'île pour découvrir la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé lors de ce fameux été de ses 15 ans par rapport à l'accident qu'elle a eu où elle a perdu sa mémoire. Elle a des migraines horribles. Elles sont trop bien décrites d'ailleurs, les migraines dans ce livre. Et elle essaie de comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Donc je vous en dis pas plus parce que sinon je vais vous spoil. Et c'est tout un groupe comme ça de jeunes qui ont passé leur été ensemble, donc c'est des souvenirs de vacances, etc. Il y a une histoire d'amour aussi, parce que Cadence, elle est folle amoureuse d'un des personnages qui fait pas partie de sa famille d'ailleurs, hein. C'est une pièce rapportée un peu. Et vraiment, franchement, moi j'ai beaucoup aimé, mais c'est particulier. Je comprends que si vous le lisez, vous allez peut-être me dire, Yéna, j'ai détesté, what the fuck, etc. Donc c'est particulier, mais moi c'est pour ça aussi que je l'ai aimé. Ensuite, j'ai lu... C'est sur Kindle, j'ai lu The Seven Husbands of Evelyn Hugo, les 7 maris d'Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid. Et je crois que j'ai fait la connerie, les gars, de le lire en français, c'est-à-dire en version traduite. C'est un livre où on suit, j'adore l'idée, hein, Evelyn Hugo, qui est une icône du cinéma hollywoodien des années 60 ou 70, je ne sais plus trop. Et Evelyn, elle décide de faire une interview exclusive où elle va parler de sa vie, de ses scandales, de sa vie glamour. Et elle décide de se confier à une jeune journaliste, je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois Monique, je ne sais plus. Hein. Et au fil des entretiens, comme ça, au fil de la discussion, Evelyn, elle va raconter les 7 mariages qu'elle a eus. Donc, c'est 7 histoires qui ont impacté sa vie. Comment vous dire que j'ai détesté l'écriture. J'ai trouvé que c'était... Alors, soit très mal écrit, soit très mal traduit. Okay, je pense qu'il y a un peu des deux. Alors, je suis personne pour dire ça parce que, encore une fois, je vais aussi sortir mon livre, si Dieu veut, un jour. Et je sais qu'il y en a qui vont dire, putain, Yéna, tu devrais pas avoir le droit de critiquer, quoi. T'es pas une grande littéraire non plus, hein. Y a pas de problème, hein. Mais quand même, là, c'est un abus de participe présent, les gars, comment on appelle ça, d'adverbes, longuement, lentement, en filant, en écoutant, en méditant, manada. Franchement, c'est lourd. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors c'est la traduction, mais c'est lourd. Et les répliques, ça fait pas nature. Enfin, bref, j'ai eu du mal et je l'ai DNF. DNF, ça veut dire did not finished, ok? Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai trouvé l'idée bien. J'ai lu les premières histoires de Evelyn, c'est cool, ok? Mais je vais le lire en anglais, je vais voir si ça passe un peu mieux. Voilà. Donc, dites-moi votre ressenti si vous l'avez lu et si, comme moi, vous avez eu du mal avec l'écriture ou la traduction, ok? Ensuite, j'ai lu Idol de Kristen Callihan. Qui fait partie des séries VIP. J'adore les rom-com, enfin les histoires d'amour, rockstar, j'adore ça. Pourtant, j'écoute pas de rock, hein. Mais je trouve que c'est très bien. À chaque fois, j'aime bien, moi, cet univers-là. Et dans Idol, on suit... Alors, il est très bien noté, mais pareil, je me suis dit, putain, mais why? Ok, bon. On suit Libby, qui est une jeune femme qui est un peu ermite. Elle vit recluse. Et un matin, un jour, il y a un mec à poil sur sa pelouse qui est complètement bourré. Et en fait, ce mec, c'est Killian James. C'est un des guitaristes ou chanteurs, ou je sais plus,
d'un des groupes de rock les plus célèbres du monde, quoi. Et il s'est carrément évanoui sur sa pelouse. Bon. Donc ça commence de manière très chaotique, hein, parce qu'elle, elle le fait dégager. Qu'est-ce que tu fous là, machin, mais dégage de là. Et lui, en fait, il a été placé dans cette maison de repos, un peu, justement parce qu'il fait trop de conneries, quoi. Voilà. Donc, eh bien, c'est l'histoire de Libby et Killian, Killian qui est lui en quête de rédemption, après un événement, voilà, tragique dans sa vie. Et il va trouver, grâce à Libby, eh bien, un nouvel équilibre. Donc, franchement, c'est pas mal. J'ai bien aimé les descriptions du lieu où ça se passe. J'ai trouvé ça sympa. Mais le problème, et pourquoi j'ai détesté ce livre, en fait, et peut-être que vous, c'est pour ça que vous l'adorerez, c'est qu'en fait, Killian va tomber amoureux de Libby. Bon, ça, je vous spoil pas, hein, c'est une histoire d'amour entre Libby et Killian. Mais qu'en fait, Libby, elle a toujours aimé écrire comme par hasard. Elle a toujours aimé écrire des chansons et chanter. Ah, vous voyez où ça va mener? Ah, ben tiens, Killian, ça tombe bien. Et un des mecs les plus célèbres du monde. Oh là là, si je te faisais chanter, Libby. Vous voyez, c'était too much, en fait. Ils n'étaient pas obligés de mettre ça. Pourquoi non, voilà. Donc déjà, on a du mal à y croire. Mais si en plus, vous nous rajoutez que en plus la meuf, elle sait chanter et que elle aussi, elle a... Bon, bref. Donc, pour moi, la meilleure rockstar romance reste No Tomorrow, dont je vous ai parlé déjà dans une prochaine vidéo. Et surtout Drive. Et je vous l'afficherai ici parce que j'ai oublié le nom de l'auteur ou l'autrice. Mais je me souviens que quand j'avais fini ce livre, je me suis dit, ah ok, ça c'était vraiment pas mal. Donc, 2.5 sur 5, ok? Et je termine avec... Ah non, j'en ai encore deux. Je ne saurais que trop vous recommander La Plume de Ishiguro si vous ne la connaissez pas. Là, je me relis. Je l'avais déjà lu à l'époque, Nocturne. Ce sont 5 histoires qui mélangent amour, la musique. Et voilà, c'est très bien écrit, c'est magnifique. Voilà, tout ce que fait Ishiguro en principe, c'est très très beau. Et j'ai lu aussi The Night Circus. Genre, j'ai acheté le livre, mais je l'ai lu sur Kindle au final. Et je sais pas pourquoi je fais ça des fois. Quand j'ouvre un livre, et des fois c'est écrit trop petit, vous voyez, j'étais là, ah vas-y, je le lis sur Kindle. De Erin Morgenstern. Alors ça, j'en avais jamais entendu parler, mais il y a près d'1 million d'avis et de revues sur Goodreads. Donc c'est un best-seller. Hein. Peut-être que vous l'aurez déjà lu. Je pense que ça a été traduit en français. Si c'est un best-seller à ce point-là, il n'est pas tout jeune en plus. Hein. Je crois qu'il a plus de 10 ans le livre. Hein. Voyons voir. Je crois qu'il a plus de 10 ans maintenant. 2011, ok. Je ne pourrais pas le noter, ce livre, en fait. Le synopsis, c'est quoi? C'est qu'on suit l'histoire de 2 magiciens qui entrent dans une compétition magique. Voilà, c'est une compétition magique entre 2 magiciens. On a Célia et on a Marco, qui sont destinés un petit peu à s'affronter dans un espèce de duel, comme ça. Et... tout ça, c'est dans le contexte du cirque mystérieux qui s'appelle le Cirque des Rêves. C'est un cirque qui n'ouvre que la nuit et qui sert un petit peu de champ de bataille à ces duels-là. Alors, le livre, ça, c'est que 15% du bouquin. Parce qu'il y a énormément de points de vue, il y a énormément de personnages. C'est un livre que je dois relire. Je pense qu'il faut le lire 2 fois. Et en même temps, je me suis fait chier. Et en même temps, j'ai envie de le relire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très bizarre. Je tiens à dire que ce livre, et j'ai vu une revue d'une nana, et franchement, je me suis dit, bingo, c'est vrai, c'est exactement ça. Moi, je relirai ce livre pour le world building, c'est-à-dire la richesse de l'univers. Si vous pensiez que Poudlard était un des univers les plus magiques, bien construit, où on arrive à se projeter, où même on a envie d'y vivre un petit peu dedans, eh bien, sachez que The Night Circus le déclasse, le surclasse. C'est mieux construit que Poudlard, ok? Donc, on lit ce livre pour le world building, pour l'univers. Si vous avez de l'imagination, et ça va venir nourrir votre imagination, et vous allez vous projeter dans un monde enchanté, extraordinaire. Mais on le lit presque que pour ça, au final. Donc, je le relirai pour ça, parce que c'est nourricier.
Et en même temps, je me suis fait chier. Et en même temps, c'est très bien écrit. Des descriptions incroyables. Donc voilà, ce que je retiendrai de ce livre, c'est que c'est un des univers les mieux construits que j'ai lus. Où on se projette dedans, où on n'a pas envie d'en sortir, ok? Donc, The Night Circus je vous mets là, voilà. Le cirque des rêves, en plus, il s'appelle. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? Intensely imaginative. Oui, ça, oui. Donc ça, c'était pour les livres. On passe, elle est longue, hein, la vidéo. Ouh là là. On passe au tarot et oracle. Bougez pas, je vois que j'ai oublié un tarot. On passe au tarot et celui-là, je vous l'avais gardé au chaud dans ma précédente commande chez Nico. Il m'a glissé très gentiment ce tarot-là pour que je le découvre. Voilà, donc je le dis les gars, il faut être transparent. De Medieval Feather Tarot. Et en fait, je l'ai survolé, mais je voulais le découvrir avec vous. Donc, on a une belle boîte ici. Blue Angel Publishing, ok, sorti cette année. Créé par qui? Ah, voilà. Artwork et concept de Alejandro Rosan et le texte est de J.R. Rivera. Et comme son nom l'indique, on est sur quelque chose de médiéval et il y a des plumes. Les cartes sont grandes, sont plus grandes qu'un tarot traditionnel. Et je vais peut-être vous faire un zoom dessus pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Et on va être... Ah, j'aime bien. Donc, on a à chaque fois des mots-clés aussi pour le... Regardez. Pour le côté inversé. Donc, à l'endroit, le full, la liberté. Et là, il est évasif à l'envers. C'est joli, hein. Donc, je vais vous montrer quelques cartes. Quelques cartes, peut-être pas toutes. Donc, je pense que le livret, il est assez conséquent, hein. On a plus de 200 pages. Livré en couleur. Ça doit nous expliquer pourquoi les plumes. Hein. Je n'ai pas fait mes devoirs, les copains. Hein. Ouais, l'inspiration. Les usages. Ouais, il est bien construit. Hein. On a les couleurs, on a le... Ouais. Et puis pour chaque carte, on a inversé et la plume. Oh, c'est trop bien. On a le conseil de la plume à chaque fois. Trop bien. Il est beau, hein. J'aime bien. Bon. Je regrette peut-être cette bordure blanche. Vous savez que moi, il est pas vraiment réversible, mais bon, c'est pas... Attendez, je vais essayer de pas faire n'importe quoi. Il y en a. Il lui offre la plume, c'est beau. Ouais, c'est dommage ces petites bordures blanches, mais en même temps, ça nous permet d'avoir le mot-clé... Je vois si c'est la... Oui, c'est bien la justice en 8. On est content, on est content. Oh, j'aime bien, parce que là, ils ont repris une force ancienne. Ça fait partie d'un jeu, d'un jeu médiéval, ça. Ah oui, d'accord. Ok. Oh, elle est belle, cette mort. Très jolie, hein. J'aime bien que parfois, il y ait un peu de couleur, vous voyez. C'est monochrome, et puis boum, on a... Allez, je vous les passe. On va se regarder quelques arcanes mineurs. Oh, elle est belle, elle est magnifique, le monde. Regardez ça. Elle est incroyable. Donc, je pense que Nico l'a toujours sur son site. Hein. Ace of Coins avec cette magnifique licorne. C'est joli, hein. On va regarder les personnages de cour. Valet de denier, waouh. Cavalier de denier. Reine de denier. Ah, j'aime beaucoup, hein. Oh, je trouve que les personnages de cour sont trop beaux. Hein. Je vais aller voir les... je vais aller voir le cavalier d'épée. Le bâton, regardez ça. Chevalier, la reine. C'est écrit en français ici, en anglais en bas. Oui, j'adore. Oh, elle est magnifique. Oh, elle est trop belle. Ok, validé. Il est validé celui-là. Je vous ferai un tirage avec. Et on a, alors, cardstock très correct. Un espèce de toucher soft matte comme ça. On a des tranches dorées, mais un doré vintage. Donc, ça passe en fait. C'est pas du tout agressif. C'est une réussite ce jeu.
est très, très joli, le Medieval Feathers Tarot. Voilà. Ensuite, je pense que celui-là, je vous l'ai montré. C'est le plus vieux jeu de fortune telling américain. Je ne sais pas si je vous l'ai montré dans une précédente vidéo. Voilà, il est de 1800... Ouais, il est très vieux. Il est très, très vieux. Regardez-moi ça. Franchement, je ne le sors pas beaucoup parce que je pense que c'est le plus vieux de ma collection. Et il est connu comme étant le premier jeu de divination, de fortune telling américain, ever. Donc, il est très dur à trouver. Hein. Franchement, j'ai beaucoup galéré pour le trouver. Et il m'a été fourni avec un... Je ne le déplie pas parce qu'il faut que je le scanne avec les explications. Vous voyez, il est déjà tout déchiré, etc. Donc ça, il faut que je le garde précieusement. Donc, c'est pas la boîte d'origine, hein, je pense pas. Hein. Je ne pense pas. Aïe, 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 je viens de déchirer la boîte. Oh putain, regardez, je viens de faire une boulette. Bon, allez. C'est vrai? Vous voyez les conneries? Ensuite, j'ai le Ehrenberg Tarot que je voulais depuis tellement longtemps. Pareil. Bon, celui-là, je m'en suis servi dans des vidéos. J'aime beaucoup le Ehrenberg Tarot. Je pense qu'il s'inscrit dans la lignée US Games, hein, créée par Steve Ehrenberg. Je pense qu'il s'inscrit dans la lignée des futurs classiques du tarot, les copains. Je pense. Déjà, de par son design, qui peut faire penser déjà à un classique des années 90, vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est volontaire de la part du créateur de faire il a pondu un classique, ok? Donc en fait, sa particularité au Ehrenberg, ce sont des zooms, des focus comme ça, sur certaines parties du corps. Et ça me fait penser à un autre tarot que j'ai comme ça, où il y a des zooms, vous voyez, sur des focus sur les animaux. Donc, on va avoir la peau, les poils de l'animal de façon très proche. Ça s'appelle Beautiful Beast Creature aussi, je crois, quelque chose comme ça, que j'aime énormément. J'adore cette notion de zoom, de focus, parce que ça nous donne de nouvelles perspectives, de nouvelles pistes d'interprétation. Et ça permet justement de faire des zooms lors de nos séances, de nos tirages. Voyez, même s'il est en anglais, il est très lisible hein, au niveau, voyez, au niveau des cartes. Vous avez écrit le 5 de denier, de pentacle ici. Très beau ça. Hein. Magnifique. Donc le Ehrenberg Tarot, je n'ai pas besoin de vous le montrer 10 000 ans. Je pense que vous l'avez déjà beaucoup vu passer. Il est déjà très populaire, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Je l'adore. C'est un classique. Voilà. Et puis US Games, toujours de la bonne qualité au niveau des cartes. Il y a le livret avec. Hein. Ensuite, je ne sais pas si je vous l'avais montré, donc je vous le remontre dans le doute. Le Béline astrologique de Marc Neu. Je ne saurais que trop vous recommander. Mais si, je crois que je vous l'ai déjà montré. Bon, écoutez, c'est pas grave. C'est parce que j'ai pas commandé beaucoup de tarots et d'oracles ces dernières semaines. En revanche, j'ai passé une commande de 6 oracles. Je vous ferai un unboxing en live ou en vidéo très prochainement. Peut-être dès la semaine prochaine, vous aurez ça. Alors, je ne saurais que trop vous recommander les travaux de Marc Neu, que je suis depuis longtemps, en termes de tout ce qui est astrologie. Marc Neu maîtrise, je peux vous le dire, son sujet. Et franchement, c'est très qualitatif. Il nous a sorti le Béline astrologique. Le livre, il est incroyable. Parce qu'enfin, on a une vision astrologie, magie planétaire, astrologie magique, vibration planétaire. Et moi, j'ai coutume de dire que le Béline est un jeu planétaire, en fait. Ok, on a les puissances planétaires, on a cette vibration des planètes qui, pour moi, surplante même les symboles du jeu, en fait. D'accord? C'est-à-dire que quand on va tirer une carte vénusienne, on est dans cette énergie vénusienne à mort, au-delà même du message. Donc, il a repris, hein, je trouve très bien. Il est un peu sombre. Donc, on a le symbole des planètes ici. On a... et puis, tout est bien expliqué. De toute façon, avec Marc Neu, vous avez des exemples. Je vais vous montrer. Hein. Bon, il est à l'envers, à l'endroit. On a un format tarot ici. Ok. Qualité de carte sympa.
J'aime bien le son également. Jupiter, la trahison, la découverte. Pensée, amitié, c'est cool ça. La carte bleue. Tout est bien expliqué. Franchement, il maîtrise très très bien son sujet. Donc voilà, vous voyez, on a l'origine astrologique, la numérotation des cartes, l'origine de la structure du septénaire, la répartition. C'est super, c'est super. Et on a une série de cartes comme ça supplémentaires également. Donc le Béline astrologique de Marc Neu, je vous le recommande, sorti chez Exergue. Hop là, avec des tranches dorées. Bon, hein, et le dos est comme ça. Ensuite, le Rider-Waite-Smith de Midnight Tarot, dont j'ai déjà le tarot de Marseille. J'adore. Alors, c'est lui, Gégerly Bagameri. Il a sorti ça en 2021. Ça fait un moment que je l'avais dans mon panier Etsy. Et je le prenais pas. Et alors qu'en fait, j'aurais dû parce que j'adore les decks pipés. C'est-à-dire que les mineurs ne sont pas illustrés. Et j'aime beaucoup ce que fait ce créateur. Je trouve que... je ne sais pas si vous connaissez Artisan Tarot. Vous voyez, qui reproduisent... Attendez, je vais vous montrer. Hop. Ah, ne bougez pas. Midnight Deck, il est où? Midnight Deck, il est où? Merde. Midnight Deck, il est là. Vous voyez, Artisan Tarot, qui sont également très connus pour reproduire des decks comme ça, traditionnels. Hop. Vous voyez? Bon, là, c'est du linen. Hein. Eh bien, lui, il le fait aussi, mais d'une manière que je trouve... Ça, c'était mon premier. Après, je vais vous montrer celui-là. Hein. C'est un mélange de Rider et de Marseille. Mais regardez, vous l'avez déjà vu, hein, je m'en suis beaucoup servi sur ma chaîne. C'est son premier, il me semble, ou un de ses premiers. Et on a tout qui est retravaillé. Mais regardez ça. Oh, j'adore. Vous voyez? D'une manière très originale et en même temps respectant... ouais, non, c'est son... Ouais, il date de 2020, celui-là. Oh là là, elle est trop belle. Et il en a un autre que je m'achèterai peut-être. Un tarot de Marseille qu'il a fait. Je crois que c'est le tarot de Marseille. Il s'appelle 2023 ou le tarot 23. Donc, je me l'achèterai sûrement également parce que je veux toute sa collection. Je le trouve très, très fort, ce mec. Regardez-moi ça. Donc, on a ce Rider avec ses personnages. Oh là là. Et puis, ce dos, j'adore les damiers, moi. J'aime bien. Il n'y a pas de numéro sur les cartes. Comme ça, bah, pas de... Après, c'est un deck pipé, hein, donc... Vous voyez? C'est peut-être pour ça que ça peut rebuter certains. Moi, ça ne me dérange pas du tout maintenant. Au contraire, je préfère cavalier, valet, cavalier, la dame et le roi. Génial, hein? J'adore. Bon, pareil avec les coupes, etc. Les épées. On va aller voir le cavalier d'épée. Il est beau, hein? Voilà. Donc, celui-ci s'appelle le RWS-TDM. C'est un mélange des deux. Et je l'aime énormément. Et le format est plus petit qu'un jeu de tarot tradit. C'est entre la carte à jouer et le tarot. Je trouve que c'est le meilleur format du monde. J'adore. Vraiment, ce format-là, il faudrait peut-être que je crée un jeu dans ce format-là. Vous voyez, je ne sais pas ce que c'est. C'est intermédiaire, quoi. C'est intermédiaire. Ah. Ok, et on va terminer le meilleur pour la fin, j'ai envie de vous dire, avec Aura Accessible. Des copains de Saé que j'ai reçu il y a 2 jours et que j'avais hâte. Alors, je l'ai ouvert, j'ai enlevé le plastique, j'ai fait ça et j'ai dit, ok, je vais le découvrir avec vous. Alors, le concept d'Aura Accessible, c'est qu'en fait, c'est un oracle olfactif, c'est-à-dire qu'on va travailler tout l'aspect divinatoire, introspectif, etc. Mais aussi, on va travailler nos émotions avec les odeurs. Et ça, vous savez que c'est pour ça que ça y est, je les aime par-dessus tout, c'est que ils sont super forts pour ça. Mélanger ce côté divination, introspection, émotion, les odeurs. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Donc, on le reçoit avec des cartes
explicative au niveau des comment ils appellent ça? C'est pas des symboles. Ah, je sais plus le mot. Oh merde, attendez, j'ai un trou de mémoire. Des huiles essentielles, ah, je sais plus. Donc, on a le jeu de cartes ici. Allez, je l'ouvre. On a... Oh, elle est belle, la qualité. Un très beau mat. Un son incroyable. Et regardez-moi ces tranches roses. Oh là là, tranche rose mat. Non, il est trop bien. Et en fait, on a également un coffret dedans. Ah, faut pas que je le... Ok. Un coffret, les gars. Je fais n'importe quoi. Voilà. Avec... Je vais tout vous montrer. Des synergies. Voilà, c'est le terme. Les synergies. Oh, ça sent trop bon. Des synergies et des petites pierres, je sais, qui permettent la diffusion. C'est-à-dire que vous pouvez sprayer les synergies dessus et ça diffuse l'odeur. Et regardez, on a les symboles ici. Le no stress, c'est l'étoile. La confiance en soi, c'est le triangle jaune. La reconnexion, c'est le triangle orange. Le carré vert, c'est la créativité. Et le rond violet, c'est la libération. Moi, je sais que mon préféré, c'est... J'adore No Stress. J'adore Reconnexion. Et je crois que j'adore Libération aussi. Bon, je les adore tous, de toute façon. Donc, à chaque fois, on a les explications, etc. Donc, je pense que Tsaï ont déjà dû expliquer de nombreuses fois dans de nombreux lives comment ça fonctionnait. Donc, je vous mettrai en barre de description leur Instagram, etc. Parce que eux vont vous expliquer comment fonctionne le jeu. Mais je suppose que chaque couleur de carte, vous voyez ici, les codes couleurs, correspond à telle ou telle synergie. Hein. Ça y est, si tu passes par là, tu me diras. Mais pour moi, le cèdre de l'Atlas ici, qui nous parle de courage, correspond à la confiance, mieux affirmer ses besoins, sentiment de certitude et de sécurité, etc. Ok, l'orange, la verveine, le violet ici. Donc ça, c'est le bleu, pardon. Le vert. Elles sont belles, les cartes. Hein. Ok. Donc, comment on peut faire? Quelle émotion? Qu'est-ce que j'ai besoin de travailler en ce moment? Qu'est-ce que j'ai besoin de travailler en ce moment? On va se tirer une carte et on va appliquer l'odeur qui va venir nous permettre de méditer dessus, de travailler cette émotion-là, etc. Vous voyez? Donc vous pouvez vous en servir comme un oracle divinatoire d'une part, mais vous pouvez aussi mélanger les synergies, huiles essentielles, etc. Et à chaque fois, regardez, vous avez la fiche explicative. Hein. On va le faire d'ailleurs. Allez, je vais vous faire une petite carte pour nous, là. Qu'est-ce qu'on a besoin en ce moment de travailler, de libérer? Qu'est-ce qu'on a besoin de travailler, de libérer en ce moment? C'est trop mignon. Oh là là. Ça se voit que c'est fait avec amour. Tout ce que font Tsaï, c'est fait avec amour. Le poivre vert qui nous parle d'autocritique. Le poivre vert autocritique. On est dans la sphère ici, je pense. Hein, vous savez, si j'ai fait une connerie, vous me le dites. Hein. On est dans la sphère de la créativité. C'est ce qui va un petit peu bloquer notre créativité. Le fait de s'auto-flageller comme ça, de toujours critiquer. Je pense que ça peut nous parler d'être un tyran envers nous-mêmes ou d'être trop exigeant. Et du coup, ça nous bloque peut-être. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller travailler avec cette synergie créativité pour exprimer notre plein potentiel et notre créativité, pour résoudre des problèmes avec un regard nouveau, pour réaliser des choses nouvelles, pour s'amuser et prendre du plaisir, pour rester motivé et concentré. Elle saura vous accompagner pour éveiller l'artiste en vous, trouver des solutions à des problèmes récurrents, lâcher prise, etc., etc. Mettre de la joie et de la nouveauté. Donc, on va la sortir. Et puis, je vais en mettre sur la pierre. Voilà. Oh, ça sent trop bon. Oh, vous n'avez pas l'odeur, les gars, c'est incroyable. Je vais la mettre sur la pierre. Et je vais méditer comme ça, avec la carte, et j'aurai l'odeur. Vous voyez, tu es trop critique envers toi-même, tu t'auto-sabotes, tu as des pensées qui te restreignent, qui te freinent, etc. Donc, on peut le faire, on peut décliner, j'imagine, en faisant des tirages
passé, présent, futur, les émotions du passé, les émotions du présent, les émotions à venir, ou bien sur un plan divinatoire, hein, comment va se dérouler ma journée, boum, on se tire l'expérience à l'enseignement, tu vas pouvoir t'exprimer, oui, on reste dans la créativité, comment ça va évoluer une fois que j'aurai travaillé sur l'autocritique, je vais passer de l'expérience à l'enseignement, je vais pouvoir transmettre, etc. Génial, j'adore, je trouve ça trop innovateur, comme d'hab avec ce que font Tsae. Et j'attends le jour où vraiment la science, la technologie nous permettra de pouvoir faire des cartes, des oracles. Ah ben là, on avait un truc, on avait un mémo en plus, vous voyez? On avait un mémo. Ah, ce sont toutes les notes. Donc, au niveau de la créativité, on a rose, santal, tabac, ylang-ylang, gros marin, poivre noir, etc. Ok, donc en fait, chaque note qui compose un parfum sont aussi des cartes, vous voyez? Par exemple, dans la synergie créativité, il y a du poivre noir. C'est le poivre noir qu'on a tiré. Ok. Carte du jour, tirer une carte, regarder la couleur de référence, interroger le message, choisir de cheminer toute la journée avec les huiles essentielles qui lui correspondent en pulvérisant le parfum bien-être sur la pierre de diffusion. Voilà. Tout est expliqué. Yéna, t'avais qu'à lire en fait. Merci Tsae pour ce magnifique cadeau. Je pense que je me tirerai une carte par semaine, moi, pour avoir un petit peu la direction de la semaine. Et travailler avec la synergie chaque jour de la semaine. Vous voyez ce que je veux dire? J'adore ce concept. Et en plus, c'est un double emploi. Et ça, c'est cool. Merci Tsae, merci les copains. Je pense que vous pourrez trouver l'oracle accessible sur leur site. S'il y en a toujours, je ne sais pas, hein, les gars. Vraiment, je suis la pire comment on dit? La pire vendeuse, moi. Hein. Je ne sais pas. Donc, allez chez Tsae et puis vous verrez bien. Cette vidéo est beaucoup trop longue, mais merci de l'avoir suivie jusqu'au bout si c'est le cas. Si c'est le cas, vous me mettez une emoji café. Comme ça, je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, ok? Petit emoji café, c'est entre nous. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ciao!